Je m'appelle Camille Laurent. J'ai 35 ans. Et le jour où ma mère a laissé mon fils en pleurs devant ma porte d'entrée a été le jour où j'ai enfin compris que certains cadeaux ne sont pas faits pour vous surprendre. Ils sont faits pour vous avertir. J'étais dans la cuisine quand j'ai entendu 3 petits coups à la porte. Pas assez forts pour être ceux d'un adulte. Pas assez calmes pour être normaux. Quand j'ai ouvert la porte, mon fils, Léo, se tenait sur le palier, le visage mouillé, les épaules tremblantes, et une boîte emballée pressée contre sa poitrine comme s'il avait peur qu'elle ne tombe et n'explose. La voiture de ma mère tournait déjà au coin de la rue. Elle n'avait pas attendu de voir si j'ouvrais la porte. Elle n'avait pas appelé. Elle ne l'avait même pas raccompagné à l'intérieur. J'ai fait entrer Léo dans la maison et lui ai demandé s'il était blessé, mais il a seulement secoué la tête et m'a tendu la boîte des 2 mains. Puis il a chuchoté, elle a dit de te dire de ne pas faire de scandale. Quelque chose s'est glacé dans ma poitrine. La boîte était emballée trop parfaitement. Un papier sombre, un ruban blanc, ce genre d'emballage soigné qui rendait la chose encore plus malsaine. J'ai assis mon fils sur le canapé, j'ai vérifié ses bras, son visage, ses mains, et je lui ai dit qu'il était en sécurité. Mais il continuait à fixer cette boîte comme si elle l'avait suivi jusqu'à la maison. Quand je l'ai ouverte, j'en ai vu assez pour savoir qu'il ne s'agissait plus d'une simple dispute familiale. Il y avait des morceaux de quelque chose que mon fils adorait, un mot avec mon nom dessus, des photos qui n'auraient jamais dû exister, et un petit objet caché à l'intérieur qui a fait trembler mes mains. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé le 17 avant d'appeler qui que ce soit d'autre. Au moment où mon mari a franchi la porte, 2 policiers se tenaient dans notre salon. Mon fils était enveloppé dans une couverture et la boîte ouverte était posée sur la table basse entre nous. Mon mari a regardé les agents, puis moi, et son visage a blêmi. La police. Que s'est-il passé? J'ai grandi à Bordeaux, dans une grande maison en pierre de taille qui paraissait chaleureuse depuis le trottoir, mais qui devenait glaciale une fois la porte d'entrée fermée. Ma mère, Martine Dubois, était le genre de femme que tout le monde en ville pensait connaître. Elle dirigeait une petite agence d'organisation d'événements, s'occupait des galas de charité, des réceptions paroissiales, des baptêmes et des mariages dans les châteaux de la région, et les gens la disaient gracieuse et généreuse. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est qu'à la maison, elle utilisait ce même don pour organiser les gens aussi. Elle savait où placer la culpabilité, quand éteindre la joie de quelqu'un, et comment enrober son contrôle dans des mots si doux que les étrangers les prenaient pour de l'inquiétude. Mon beau-père, Richard Dubois, était directeur d'une agence immobilière de luxe avec une voix polie, des chaussures hors de prix et la réputation de connaître tous les gens influents du Rotary Club. Il ne claquait pas les portes et ne criait pas en public. Il n'en avait pas besoin. Richard pouvait détruire votre confiance en une seule phrase calme, puis sourire au dîner comme s'il n'avait fait que donner un conseil. Quand j'étais enfant, l'amour dans notre maison était toujours conditionnel. Si je rendais ma mère fière, elle me présentait comme sa brillante fille. Si je n'étais pas d'accord, elle disait que je faisais honte à la famille. Si je pleurais, Richard me disait que les émotions n'étaient utiles que lorsqu'elles aidaient à gagner. J'ai appris très tôt que la paix signifiait l'obéissance. C'est probablement pour cela que je suis devenue coordinatrice de crise dans une association de protection de l'enfance. Chaque jour, je travaillais avec des enfants qui avaient appris à se faire tout petits face à des adultes censés les protéger. Je savais à quoi ressemblait la peur quand elle ne laissait pas d'ecchymose. Alors, quand mon propre fils est rentré à la maison en tremblant avec cette boîte, je n'ai eu besoin de personne pour me dire que quelque chose n'allait pas. Je savais que lorsque j'ai épousé Julien Laurent, ma mère a qualifié cela d'erreur pratique avec un emballage émotionnel. Julien ne venait pas d'une des vieilles familles bourgeoises de Bordeaux. Il n'était ni avocat, ni médecin, ni un homme dont Richard pouvait se vanter au club de golf. Il était technicien en énergie solaire, un homme qui avait gravi les échelons grâce à de longues journées de travail, des cours du soir et une décence obstinée. Il réparait les choses sans en faire un spectacle. Il m'aimait d'une manière qui ne ressemblait pas à un test. Cela seul rendait ma mère méfiante. Après la naissance de notre fils Léo, la déception de Martine s'est transformée en quelque chose de plus tranchant. Elle critiquait son école, ses vêtements, son cartable, son heure de coucher. La façon dont Julien le laissait construire des maquettes de bateaux sur la table de la cuisine, et la façon dont je l'encourageais à poser des questions au lieu d'imposer l'obéissance. Richard aimait dire que les garçons avaient besoin de caractère, mais ce qu'il voulait dire, c'est que les garçons devaient respecter l'autorité avant d'apprendre à se faire confiance. Au moment où Léo a eu 8 ans, j'avais réduit les contacts avec eux aux anniversaires, à Noël et à de courtes visites que je pouvais superviser.
Il n'avait pas le droit de venir le chercher à l'école, de le punir ou de l'emmener quelque part sans me dire exactement où ils allaient. Martine jouait les blessés à chaque fois que je répétais ses limites, mais elle les respectait parce qu'elle tenait toujours à passer pour une grand-mère aimante. Puis Julien a reçu une offre d'emploi à Annecy, en Haute-Savoie. C'était un poste de chef de projet avec de meilleurs horaires, un meilleur salaire et la chance pour Léo de grandir sans que mes parents ne transforment chaque choix familial en procès public. Quand nous le leur avons annoncé, je m'attendais à de la culpabilité. Je m'attendais à ce que ma mère s'essuie les yeux et dise que je l'abandonnais. Je ne m'attendais pas à ce que Richard se penche en arrière, dévisage Julien et dise « Vous n'allez pas emmener ce garçon à l'autre bout de la France parce que vous avez eu de la chance avec une offre d'emploi. » Léo s'est figé à côté de moi. Martine a attrapé sa main comme pour le réconforter, mais ses yeux sont restés fixés sur moi. Puis elle a dit « Camille, la place d'un enfant est près des gens qui ont rendu sa famille possible. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils ne pleuraient pas la distance. Ils perdaient leur accès. Et ce genre de personnes ne lâche pas prise sans essayer de faire payer quelqu'un. Pendant 3 jours après ce dîner, mon téléphone est resté silencieux. Et d'une certaine manière, le silence semblait plus dangereux que la dispute. Martine avait toujours cru qu'une bonne excuse ne concernait pas les regrets. C'était une question de timing. Alors, quand son premier SMS est arrivé, je l'ai lu 2 fois avant de répondre. Elle a envoyé une photo de Léo à 4 ans, assis sur les marches de sa terrasse avec de la glace à Léo fondue sur le menton, et a écrit « Je ne veux pas qu'il se souvienne de nous avec tristesse ». Puis un autre message est arrivé, puis un autre. Il lui manquait. Elle l'aimait. Elle était fière du garçon qu'il devenait. Richard a laissé un message vocal à Julien disant qu'il s'était peut-être exprimé trop durement et que les hommes réagissaient parfois mal quand la famille changeait. Les mots semblaient raisonnables, mais je connaissais Richard depuis trop longtemps pour confondre stratégie et humilité. Pourtant, Léo avait 8 ans, et les enfants ne portent pas le passé des adultes de la même manière. Il se souvenait des gâteaux d'anniversaire, des petits bateaux en bois et des matins de Noël où tout le monde jouait si bien le bonheur que même moi j'y croyais presque. Quand Martine a demandé un dernier brunch d'adieu, j'ai dit non. Au début, elle n'a pas discuté. Elle a seulement dit qu'elle comprenait, a attendu un jour, puis a envoyé un message vocal. Sa voix tremblait juste ce qu'il fallait. Elle a dit qu'elle savait qu'elle n'avait pas toujours respecté mes choix, mais qu'elle ne pouvait pas supporter que Léo quitte Bordeaux en pensant que sa grand-mère n'avait pas voulu lui dire au revoir. Léo en a entendu une partie depuis le couloir, et ce soir-là, il a demandé s'il pouvait les voir une dernière fois. Il avait construit un petit bateau en bois avec Julien, une maquette simple avec une coque bleue et une voile en papier blanc, et il voulait le leur donner avant notre déménagement. Sur la voile, il avait écrit « Nouvelle maison, même famille ». J'ai regardé ces mots et j'ai senti quelque chose se serrer en moi. Les enfants peuvent être si généreux envers des personnes qui ne l'ont pas mérité. J'ai appelé ma meilleure amie, Chloé Martin, avant de répondre à ma mère. Chloé travaillait comme conseillère dans la même association où je gérais les urgences, et elle avait ce genre de voix posée capable de faire asseoir la panique pendant 1 minute. Je lui ai tout raconté. Chloé ne m'a pas dit que j'avais tort d'y réfléchir. Elle a seulement dit « Mets les limites par écrit et ne les rends pas émotionnelles. Rends-les claires. » C'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un SMS à Martine pour lui dire que Léo pouvait venir pour le brunch pendant 90 minutes seulement. Elle viendrait le chercher et le ramènerait à notre porte. Il garderait son téléphone dans sa poche. Pas d'arrêt surprise, pas d'autres adultes, aucune discussion sur la garde, les tribunaux, le déménagement ou sur le fait que Léo veuille ou non rester à Bordeaux, aucune critique envers Julien ou moi, et interdiction de demander à Léo de garder des secrets. S'il voulait rentrer plus tôt, elle le ramènerait immédiatement. Je m'attendais à de la résistance. Au lieu de cela, elle a répondu « Bien sûr, ma chérie. Tout ce qui te met à l'aise. » Richard a répondu 10 minutes plus tard « Nous voulons juste un au revoir paisible. » Julien a lu les 2 messages et a dit « Je déteste la façon dont ils font paraître ça si simple. » Je détestais ça aussi. Mais Léo a passé la nuit à emballer soigneusement le petit bateau dans du papier de soie, excité et nerveux, demandant si mamie allait pleurer en le voyant. Je lui ai dit que les adultes étaient responsables de leurs propres sentiments. Le lendemain matin, Martine est arrivée à 10 heures précises. Elle portait un pull crème, des boucles d'oreilles en perles, et cette expression douce qu'elle adoptait quand les voisins pouvaient regarder. Richard est resté assis sur le siège passager et n'est pas descendu. Léo m'a serré dans ses bras 2 fois avant de partir. J'ai vérifié que son téléphone était bien dans sa poche.
Martine a promis qu'elle le ramènerait avant midi. Au moment où la voiture s'éloignait, Léo s'est retourné et a fait coucou depuis la banquette arrière, la petite boîte du bateau sur les genoux. Je lui ai fait un signe de la main, mais mon estomac était lourd. Julien était parti vérifier du matériel pour sa dernière semaine de travail, j'étais donc seul quand je suis retourné dans la cuisine. J'ai emballé des tasses, scotché des cartons du cellier, répondu à 2 emails et vérifié mon téléphone toutes les quelques minutes. À 10h30, Martine a envoyé une photo de Léo à leur table de salle à manger. Il souriait, mais son sourire avait l'air crispé. J'ai répondu par SMS, « S'il te plaît, rappelle-lui qu'il peut m'appeler à tout moment. » Elle a répondu, « Il va très bien. » À 10h47, j'ai appelé Léo. Je suis tombé sur la messagerie vocale. À 10h52, je tendais la main vers mes clés quand j'ai entendu frapper à la porte. Des coups petits, rapides, effrayés, et quand j'ai ouvert, mon fils se tenait là, seul. Léo n'est pas entré jusqu'à ce que je tende les bras vers lui. C'est la première chose qui m'a fait peur. Mon fils n'avait jamais eu peur d'entrer dans sa propre maison. Il se tenait sur le palier, les joues humides et les lèvres pincées, tenant une boîte emballée contre sa poitrine des 2 mains. Une de ses baskets était défaite. Son manteau était mal fermé, la fermeture éclair coincée à mi-chemin sur sa chemise. Derrière lui, la voiture de Martine tournait déjà au bout de notre rue. Elle ne l'avait pas accompagné jusqu'à la porte. Elle ne m'avait pas attendu. Elle n'avait même pas vérifié si j'étais à la maison avant de le laisser là. J'ai fait entrer Léo et j'ai verrouillé la porte. Il a tressailli au bruit du verrou. Je voulais courir après sa voiture. Je voulais l'appeler et hurler jusqu'à ce que tous les voisins sortent. Mais Léo m'observait et j'ai compris une chose que tout parent devrait comprendre. Lorsqu'un enfant a été effrayé, votre réaction devient une partie de sa sécurité. Alors j'ai baissé la voix. Je me suis agenouillé devant lui et je lui ai demandé si quelqu'un l'avait frappé. Il a secoué la tête. Je lui ai demandé si quelqu'un l'avait touché d'une manière qui le mettait mal à l'aise. Il a de nouveau secoué la tête. Je lui ai demandé s'il avait mal quelque part. Il a chuchoté, « Non, mais mamie a dit que tu serais en colère. » Je lui ai dit qu'il n'y avait rien qu'il puisse dire qui me mettrait en colère contre lui. Ses yeux se sont posés sur la boîte. Elle était enveloppée dans un papier bleu nuit avec un ruban blanc noué trop serré. Ma mère avait toujours été douée pour emballer magnifiquement des choses horribles. Je l'ai posé sur la table basse, j'ai guidé Léo vers le canapé et je l'ai enveloppé dans une couverture. Je lui ai dit que nous n'avions pas besoin de parler jusqu'à ce qu'il soit prêt. Il a fixé ses mains pendant un long moment. Puis il a dit, le brunch était normal au début. Mamie a fait des gaufres. Richard a posé des questions sur l'école. Ils lui ont donné du jus d'orange dans le verre avec le petit poisson, celui qu'il aimait quand il était plus petit. Léo a dit qu'il leur avait donné le bateau après manger. Il en était fier. Martine s'était mise à pleurer dès qu'elle avait vu les mots. Au début, Léo pensait que c'était des larmes de joie. Puis Richard a pris le bateau et a demandé, « Alors, tu es impatient de nous laisser derrière toi ?» Léo lui a répondu qu'il ne laissait personne derrière lui. Il déménageait juste avec ses parents. Richard a dit que les enfants ne savaient pas toujours quand leurs parents faisaient des choix égoïstes. Martine a dit à Léo que j'avais toujours été difficile, que je n'avais jamais compris la loyauté familiale, et que Julien me remplissait la tête d'idées parce qu'il voulait nous isoler. Léo a dit qu'il avait essayé de changer de sujet. Il leur a demandé s'ils voulaient voir la carte qu'il avait dessinée de notre trajet jusqu'à Annecy. C'est là que Richard a pris le papier et l'a regardé comme s'il l'avait insulté. Il a demandé pourquoi Léo avait marqué la nouvelle maison avec une étoile mais n'avait pas marqué la maison de mamie comme chez nous. Léo a répondu que c'était parce que la maison de mamie n'était pas là où il vivait. Richard a brisé d'un coup sec la petite voile en papier du bateau. Léo a dit que le bruit était tout petit, mais qu'il lui a paru très fort. Martine lui a dit de ne pas pleurer parce que les garçons qui pleuraient faisaient croire aux adultes qu'il était maltraité. Puis elle a ouvert un tiroir et a sorti des photographies. La voix de Léo s'est faite toute petite quand il mène à parler. Une photo le montrait devant le portail de l'école. Une autre le montrait entrant dans son cours de piano. Une autre le montrait assis dans la camionnette de Julien devant le supermarché, en train de manger des frites dans un sac en papier. Aucune de ces photos n'avait été prise par moi. Aucune n'avait été envoyée à ma mère. Léo a dit que Richard a tapoté une photo et lui a dit « Nous savons toujours où tu es, mon grand. » C'est ça, la famille. Martine a ajouté
ta mère pense que la distance la rendra puissante, mais elle oublie que nous avons des yeux, nous aussi. Léo s'est mis à pleurer. Puis il a dit qu'il avait demandé à m'appeler, mais Martine lui a dit qu'il faisait du drame et que j'allais seulement faire un scandale. Richard a quitté la pièce et est revenu avec la boîte emballée. Le bateau cassé avait disparu de la table. Léo a demandé où il était. Richard a placé la boîte dans ses mains et a dit « Donne ça à ta mère. Dis-lui que c'est sa dernière chance de se rappeler à quelle place elle appartient. » Martine a aidé Léo à mettre son manteau, mais elle l'a fait si vite que la fermeture éclair s'est mal enclenchée. Dans la voiture, Léo a pleuré tout le long du chemin du retour. Ma mère ne l'a pas réconforté. Elle a seulement dit « Dis à ta mère de ne pas faire de scandale. » Puis, juste avant de le laisser descendre sur le trottoir, elle s'est reculée et a dit « Si elle a assez peur, peut-être qu'elle finira par écouter. » Léo m'a regardé après avoir dit ça et a chuchoté « Est-ce que je vais être grondé parce que je te l'ai dit ?» J'ai pris son visage entre mes mains et j'ai dit « Non, mon chéri. Tu es en sécurité parce que tu me l'as dit. Les adultes ne devraient jamais faire porter la peur aux enfants à leur place. » Puis ses yeux sont retournés vers la boîte et il a dit « Je crois qu'il y a quelque chose de méchant à l'intérieur. » J'ai déplacé la boîte de la table basse au comptoir de la cuisine parce que je ne voulais pas que Léo soit assis près d'elle. Ensuite, j'ai envoyé un SMS à Chloé d'une main tremblante. « Viens tout de suite. Il s'est passé quelque chose avec ma mère. » Je n'ai pas appelé Martine. Je n'ai pas appelé Richard. Une partie de l'ancienne moi voulait des réponses. Mais la mère en moi savait que les réponses pouvaient attendre. Les preuves, non. Dans mon travail, j'avais aidé assez de familles traversant des urgences pour savoir que les gens qui franchissent les limites comptent souvent sur la panique pour effacer les traces. Alors avant de défaire le ruban, j'ai pris des photos. La boîte de face, la boîte de côté, le nœud. La façon dont les empreintes de Léo s'étaient enfoncées dans le papier parce qu'il l'avait tenu si fort. Puis j'ai dit à Léo de rester sur le canapé, de mettre son casque et de regarder le documentaire animalier qu'il adorait. Il m'a demandé si la police allait venir. Je n'avais pas encore prononcé le mot police, mais les enfants ressentent la vérité avant que les adultes ne la disent. Je lui ai répondu que je ne savais pas encore, mais que mon travail était de le garder en sécurité. Le ruban s'est défait trop facilement. Le papier en dessous était lisse et cher. À l'intérieur se trouvait une boîte en carton blanc avec mon nom écrit sur le couvercle de l'écriture élégante de Martine. Camille, rien d'autre. La première chose que j'ai vue était le bateau en bois, ou ce qu'il en restait. La coque bleue avait été fendue en plein milieu. La voile était déchirée en deux. Les mots nouvelle maison, même famille étaient encore visibles, mais quelqu'un avait tracé une épaisse ligne noire sur même famille. J'ai couvert ma bouche avant que Léo ne puisse entendre le son que j'ai fait. Sous le bateau se trouvait son petit carnet vert, celui qu'il avait laissé chez Martine 2 mois plus tôt. Il s'en servait pour dessiner de petites cartes, des itinéraires de trésors, des îles imaginaires et les noms d'endroits qu'il voulait visiter un jour. Je l'ai ouvert et j'ai senti mon estomac se retourner. Plusieurs pages avaient été remplies d'une écriture qui n'était pas la sienne. Les phrases étaient écrites comme un enfant pourrait les dire, mais les mots étaient faux. Maman m'oblige à quitter les gens que j'aime. Papa dit que mamie est méchante. J'ai peur quand maman se met en colère. Il y avait des dates à côté de certaines phrases, comme si quelqu'un avait essayé de créer un dossier, un faux dossier. Sous le carnet se trouvaient 3 photographies. Léo à l'école, Léo à la sortie de son cours de piano, Léo avec Julien sur le parking. Les angles de prise de vue m'ont glacé le sang. Quiconque les avait prises ne se tenait pas à découvert. Il l'avait observé de loin. Au fond de la boîte se trouvait un petit appareil noir pas plus grand qu'un briquet, scotché à l'intérieur de la coque brisée du bateau. Et à côté, une clé USB avec une étiquette blanche qui disait « Pour le juge ». La dernière chose dans la boîte était une lettre pliée. Je l'ai dépliée par le coin. Elle disait « Camille, ne réagis pas de façon excessive. Léo mérite la stabilité, pas une mère qui fuit et qu'elle ne peut pas assumer ses responsabilités. Nous avons de quoi prouver que toi et Julien faites des choix irréfléchis. Si tu forces ce déménagement, les gens apprendront ce qui se passe chez toi quand personne ne regarde. Réfléchis bien avant de détruire cette famille. » Je l'ai lu 2 fois parce que mon esprit refusait d'accepter que ma mère ait emballé ces mots et les ait placés dans les mains de mon enfant. Chloé est arrivée pendant que j'étais encore debout là. Elle a vu la boîte, a vu mon visage et a fermé la porte derrière elle.
J'ai pointé le comptoir du doigt et j'ai dit, ils l'ont obligé à ramener ça à la maison. Chloé n'a touché à rien. Elle a regardé les photos, le carnet, la clé USB, l'appareil, puis a dit, appelle la police. Pas eux. Pas Julien en premier. La police. J'ai composé le 17 parce qu'il y avait des photos de mon enfant prises dans des endroits où mes parents n'avaient pas le droit d'être, un appareil d'enregistrement potentiel, une menace de poursuite judiciaire, et un enfant de 8 ans terrifié dans mon salon. Le dire à voix haute m'a donné l'impression que l'histoire appartenait à quelqu'un d'autre. L'opératrice a gardé une voix calme. Elle m'a demandé si mes parents étaient toujours dans les parages. J'ai répondu que je ne savais pas. Cela m'a fait plus peur que de dire oui. Pendant que nous attendions, Chloé s'est assise avec Léo et l'a aidé à respirer. Quand le brigadier Karim Ben Ali est arrivé avec la gardienne de la paix Sophie Arnaud, je m'attendais à au moins un instant de doute, le genre que les gens montrent parfois quand la violence familiale ne ressemble pas à une vitre brisée ou à une lèvre en sang. Mais l'expression du brigadier Ben Ali a changé à la seconde où il a vu les photographies. Il a demandé si Martine ou Richard avaient l'autorisation d'être à l'école de Léo, à son studio de piano ou près de notre domicile. J'ai répondu non. L'agente Arnaud a demandé si elle pouvait parler à Léo pendant que je m'asseyais à côté de lui. Elle ne l'a pas dominé de toute sa hauteur. Elle s'est assise par terre près du canapé et a posé des questions douces qui ne le poussaient pas à aller plus vite qu'il ne le pouvait. Léo lui a parlé du bateau, des photos, du trajet en voiture et de l'avertissement. Quand il a répété la phrase de Martine sur le fait de me faire assez peur pour que j'écoute, le brigadier Ben Ali l'a noté lentement. Ils n'ont pas branché la clé USB. Ils n'ont pas allumé l'appareil. Le brigadier Ben Ali a dit que les deux devraient être manipulés avec précaution et mis sous scellé. Puis j'ai entendu la camionnette de Julien se garer dans l'allée. Je ne lui avais envoyé que 3 mots après avoir appelé le 17. Rentre à la maison. Il est entré en portant sa veste de travail, son téléphone toujours à la main. Il a vu 2 policiers, Chloé à côté de Léo et la boîte ouverte sur le comptoir de la cuisine. Son visage a pâli avant même que je ne prononce un seul mot. Il a regardé le brigadier Ben Ali puis moi et a demandé, « La police, que s'est-il passé ?» Mais la peur dans ses yeux m'a dit autre chose. Il reliait ça à quelque chose que je ne savais pas encore. Julien s'est dirigé vers Léo en premier. Même avec la police dans la maison, même avec mon visage lui disant probablement que le monde avait basculé, il est allé vers notre fils avant de demander une explication. Léo a tendu les bras vers lui et a fondu en larmes une nouvelle fois. Julien s'est agenouillé, l'a serré contre lui et lui a chuchoté qu'il était à la maison, qu'il était en sécurité et que personne n'allait l'emmener nulle part. Le brigadier Ben Ali a attendu que Léo soit avec Chloé dans le bureau avant de demander à Julien s'il savait quelque chose qui pourrait expliquer la menace dans la boîte. Julien m'a regardé et la culpabilité a traversé son visage. Il a dit, « Richard est venu à mon travail ce matin. » La pièce est devenue silencieuse. Julien nous a raconté que Richard l'attendait près de l'entrée des employés au parc solaire vers 8h15. Il n'avait pas crié. Richard était trop prudent pour ça. Il a demandé à Julien de marcher avec lui, puis lui a dit que déménager Léo à Annecy soulèverait des questions. Il a dit que les hommes ayant des antécédents de stress devaient faire attention à ne pas entraîner les enfants dans des situations instables. Ma poitrine s'est serrée parce que je savais exactement de quels antécédents il parlait. 4 ans plus tôt, Julien avait été blessé lors d'un accident de chantier quand une poutre de soutien était tombée trop tôt et lui avait écrasé une partie de la jambe. Son corps a guéri, mais pendant des mois après, il a lutté contre des crises de panique à proximité de machines bruyantes et dans des espaces clos. Il a cherché de l'aide. Il a suivi une thérapie. Il a fait tout ce que les gens sont censés faire quand la vie brise quelque chose à l'intérieur d'eux. C'était privé et loin derrière lui. Martine le savait parce que je le lui avais confié un jour, quand je croyais encore que ma mère pouvait accueillir ma douleur sans la transformer en arme. Julien a dit que Richard avait mentionné des détails qu'il n'aurait pas dû connaître. Le nom de la clinique où Julien était allé consulter le mois où il avait repris le travail. Une phrase que Julien m'avait dite dans notre chambre lors d'une de ses pires nuits, qu'il craignait parfois d'échouer en tant que mari parce que je devais être forte pour nous deux. Cette phrase n'avait jamais été écrite nulle part. Elle n'avait jamais été prononcée devant Martine. Le brigadier Ben Ali a regardé en direction de la boîte où l'appareil noir reposait à côté de la clé USB. Julien a continué. Richard lui avait dit que les tribunaux respectaient la stabilité, et que si nous insistions pour déménager, les bonnes personnes pourraient avoir besoin d'examiner si Léo était en sécurité avec une mère qui travaillait toute la journée autour de traumatisme et un père avec des antécédents d'anxiété.
Julien a dit qu'il voulait me le dire en personne, mais qu'il ne voulait pas m'effrayer au téléphone pendant que Léo était encore chez ma mère. Il pensait que Richard bluffait. Puis il a vu la police et a su que ce n'était pas le cas. Avant que je ne puisse répondre, quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. 3 coups secs, confiant et colérique. Le brigadier Ben Ali a fait signe à tout le monde de rester où nous étions. J'ai regardé par la fenêtre latérale et j'ai vu Richard sur le palier, Martine derrière lui. Le visage de Martine était déjà mouillé. Pas de culpabilité, je le savais, mais de préparation. Le brigadier Ben Ali a entrouvert la porte et est sorti le premier. Richard a essayé de regarder par-dessus son épaule. Il a dit, c'est une affaire de famille. Le brigadier Ben Ali a déclaré qu'il y avait un signalement en cours impliquant un enfant et un possible harcèlement, et qu'il devait rester à l'extérieur à moins d'y être invité. Richard a souri comme si un homme plus jeune n'avait pas reconnu son importance. Il a dit, je sais comment ces choses fonctionnent, brigadier. Ma femme et moi sommes respectés dans cette ville. Le brigadier Ben Ali n'a pas bougé. Martine s'est mise à pleurer plus fort et à appeler mon nom. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu que Léo soit effrayé. Elle a dit qu'il était sensible, qu'il avait mal compris une conversation d'adulte, que je l'avais dressé à avoir peur d'eux. Je me suis avancé dans l'encadrement de la porte derrière le policier et j'ai dit, tu l'as déposé sur le trottoir, en sanglots, avec une boîte pleine de menaces. Martine a porté la main à sa poitrine. Elle a dit, des menaces? Camille, non, c'était un message. Richard est intervenu et a dit qu'il était des grands-parents inquiets. Il a dit que les photos prouvaient qu'il était attentif, pas dangereux. Il a dit que l'appareil était inoffensif, juste un traceur pour s'assurer que Léo serait en sécurité si nous les menions dans un endroit inconnu. Le brigadier Ben Ali a demandé pourquoi un dispositif de sécurité inoffensif avait été caché à l'intérieur d'un jouet cassé et renvoyé à la maison avec une lettre parlant du tribunal. La mâchoire de Richard s'est crispée, il a dit, parce qu'elle refuse d'écouter à moins d'être forcée de faire face à la réalité. Puis le brigadier a demandé à Martine si elle avait dit à Léo de me dire de ne pas faire de scandale. Martine a regardé Richard avant de répondre. Elle a dit, j'ai peut-être dit quelque chose comme ça parce que Camille fait toujours des drames. Je lui ai demandé si elle avait montré à mon fils des photographies prises sans ma permission. Elle a dit, nous voulions seulement qu'il comprenne que la famille ne disparaît pas juste parce que vous déménagez. J'ai demandé si elle l'avait forcé à porter une boîte qui lui faisait peur. Sa voix est montée d'un ton et les larmes se sont arrêtées. Nous lui avons fait peur uniquement parce que tu refusais de nous écouter. Chloé a fermé les yeux. Julien a prononcé mon nom doucement, mais je n'avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Le brigadier Ben Ali l'avait entendu. L'agent Arnaud l'avait entendu. Les 2 policiers ont tout noté. Richard s'est retourné vers Martine et lui a ordonné de se taire. Pendant une seconde, j'ai vu le vieux schéma de mon enfance se dérouler sur mon palier. Il commandait. Elle se pliait. J'avais l'habitude de me plier, moi aussi. Mais plus maintenant. Le brigadier leur a ordonné de quitter la propriété et les a prévenus que tout contact supplémentaire aggraverait la situation. Richard a essayé de discuter. Il a dit qu'il avait des droits en tant que grand-père. Le brigadier Ben Ali a répondu, pas celui de terrifier un enfant, monsieur. Après leur départ, la maison m'a semblé trop calme. Léo est sorti du bureau et a demandé si mamie était en colère. Julien l'a pris dans ses bras et a dit, les sentiments de mamie ne sont pas ton problème. Cette nuit-là, nous avons changé les serrures. Même si Martine et Richard n'avaient pas les clés, je les ai retirés de tous les formulaires scolaires, des contacts médicaux, des listes de personnes autorisées à venir le chercher et des fiches d'urgence. Chloé m'a aidé à sauvegarder les captures d'écran, les messages vocaux, le journal d'appel et les SMS où Martine avait accepté toutes les règles du brunch qu'elle a ensuite enfreintes. Le lendemain matin, le brigadier Ben Ali nous a envoyé le numéro de la procédure et Chloé nous a mis en contact avec maître Alice Rousseau, une avocate en droit de la famille qui avait déjà géré des ordonnances de protection impliquant des membres de la famille élargie. Nous avons déposé une demande d'ordonnance de protection en urgence. J'ai détesté devoir mettre par écrit ce que Léo avait dit. J'ai détesté que la peur de mon enfant doive se transformer en paperasse. Mais Alice a dit quelque chose auquel je me suis accroché, documenter n'est pas de la cruauté. C'est la façon dont la vérité survit au déni. 2 jours plus tard, ma tante Céline Dubois a appelé pour dire que Martine racontait aux membres de la famille que j'avais perdu la tête, que Julien m'isolait, que Léo avait été manipulé pour mentir. J'ai accepté une seule réunion de famille chez Céline,
non pas pour faire la paix, mais pour dire la vérité une bonne fois pour toutes avec des témoins. Richard est arrivé vêtu d'un blazer bleu marine comme s'il assistait à un déjeuner d'affaires. Martine est arrivée pâle et tremblante, mais elle me regardait toujours comme si elle attendait du réconfort. Je ne lui en ai pas donné. Richard a commencé par un discours sur la loyauté familiale et la cruauté de tenir des grands-parents à l'écart d'un enfant. Je l'ai laissé parler. Puis Julien a lancé l'enregistrement de la sonnette de notre porte d'entrée, montrant Léo debout seul avec la boîte pendant que la voiture de Martine s'éloignait. Chloé a placé sur la table les photos imprimées du bateau cassé, les pages du carnet, les photos de surveillance et le numéro du rapport de police. Alice, mon avocate, a calmement expliqué que la clé USB et l'appareil faisaient désormais partie des preuves en cours d'examen. Personne n'a parlé pendant un long moment. Puis Céline a regardé Martine et a demandé « Tu as vraiment obligé ce petit garçon à porter ça ?» Martine s'est remise à pleurer, mais cette fois, personne ne s'est approché pour la réconforter. Richard a frappé du poing sur la table et a dit « C'est mon petit-fils. » Je me suis levé. Ma voix tremblait, mais elle ne s'est pas brisée. Non, c'est mon enfant, et vous n'avez pas le droit de l'effrayer et d'appeler ça de l'amour. C'est à ce moment-là que leur pouvoir au sein de la famille s'est brisé. Pas parce qu'ils ont tout avoué. Les gens comme eux le font rarement. Ça s'est brisé parce que tout le monde a enfin vu ce à quoi j'avais survécu derrière des portes closes. L'ordonnance de protection provisoire a d'abord été accordée, puis prolongée après que le juge a examiné le rapport de police, les messages, la vidéo de la sonnette, les photographies, la déposition de Julien concernant la menace sur son lieu de travail et le récit de Léo sur le brunch. Martine et Richard n'ont plus eu le droit de contacter Léo, de venir chez nous, de s'approcher de son école, d'assister à ses activités, d'envoyer des cadeaux par l'intermédiaire de proches ou de demander à d'autres personnes de transmettre des messages. L'ordonnance ressemblait à un simple bout de papier, mais pour moi, c'était le premier document officiel de ma vie qui disait que leur version de l'amour n'était pas au-dessus de la sécurité de mon enfant. L'école de Léo a reçu leurs photos. Son professeur de piano a reçu leur nom. Le personnel administratif savait qu'il ne fallait leur communiquer aucune information. Pour la première fois, les murs autour de mon fils n'étaient plus faits uniquement de mon anxiété. Ils étaient faits de règles que d'autres adultes acceptaient de faire respecter. La clé USB a ensuite été examinée par les voies légales, et ce qu'elle contenait a rendu les choses encore plus sordides. Il y avait des extraits audio de visite chez Martine, des morceaux de conversation montés pour me faire paraître hystérique et pour faire passer Julien pour quelqu'un d'instable. Il y avait des notes sur l'emploi du temps de Léo, des captures d'écran de publications sur les réseaux sociaux d'autres parents, et un dossier intitulé « Problème de garde ». Richard avait construit un récit, non pas parce que Léo n'était pas en sécurité avec nous, mais parce que le contrôle a besoin d'un costume avant de pouvoir entrer dans un tribunal. Leur plan a échoué parce qu'ils ont été impatients. Ils ont voulu me faire peur rapidement, et ce faisant, ils m'ont fourni la preuve de ce qu'il était prêt à faire. Les conséquences sont arrivées plus vite que je ne l'espérais. Richard a perdu un important partenariat d'affaires après que le bruit a couru qu'il avait été accusé de suivre un enfant et de cacher un micro dans un jouet. Il a essayé de dire que c'était des ragots, mais les gens qui faisaient autrefois confiance à sa voix polie entendaient désormais autre chose en dessous. Martine a dû démissionner de son comité de charité après que plusieurs mères ont dit qu'elle était mal à l'aise à l'idée qu'elle aide à organiser des événements pour enfants. Elle a raconté aux gens qu'elle était persécutée par une fille ingrate. Peut-être que certains l'ont cru. J'ai arrêté de m'en soucier. Pendant des années, j'avais protégé son image parce que je pensais que l'exposer ferait de moi quelqu'un de cruel. Ce que j'ai finalement compris, c'est que protéger une fausse image peut laisser de vraies personnes sans défense. Nous avons déménagé à Annecy 3 semaines plus tard. Le déménagement n'a pas été magique. La sécurité n'efface pas la peur du jour au lendemain. Léo sursautait quand on sonnait à la porte. Il a arrêté de construire des maquettes de bateaux pendant un certain temps. Il nous a demandé si Mamie et Richard pourraient nous trouver sur des cartes. Reniflement, il a demandé s'il avait détruit la famille en disant la vérité. À chaque fois, Julien et moi lui donnions la même réponse de différentes manières. Tu n'as rien détruit. Tu as dit la vérité. Les adultes sont responsables des choix d'adultes. Nous avons trouvé un pédopsychiatre qui l'a aidé à mettre des mots sur ce qui s'était passé sans qu'il se sente responsable. Lentement, il est redevenu lui-même. Julien a acheté un petit établi pour la chambre de Léo, mais il ne l'a pas forcé à construire un autre bateau. Il a seulement laissé les pièces là et a dit « Quand tu en auras envie ». Un samedi pluvieux en Haute-Savoie,
J'ai trouvé Léo assis à cet établi, de la colle sur les doigts, la lumière du soleil entrant par la fenêtre. Il avait construit un nouveau bateau, plus petit que le premier, mais plus solide. La voile était blanchée, en travers, il avait écrit « Personne de confiance uniquement ». Je me suis tenu dans l'encadrement de la porte et j'ai pleuré silencieusement, non pas parce que mon fils était brisé, mais parce qu'il guérissait d'une manière qui disait la vérité. C'est la leçon que Martine et Richard n'ont jamais comprise. La famille n'est pas un titre qui donne à quelqu'un la permission de contrôler, de menacer, de suivre ou d'effrayer un enfant. L'amour ne devrait jamais forcer un enfant à porter des secrets. L'amour ne devrait jamais demander à un enfant de choisir entre sa sécurité et sa loyauté. Le véritable amour respecte les limites. Et être un vrai parent signifie choisir la tranquillité de son enfant plutôt que la peur d'être jugé. Ce qui nous est arrivé m'a appris que l'éducation ne se résume pas à ce que les enfants apprennent dans les livres ou les salles de classe. C'est aussi les précieuses connaissances qu'il acquiert en regardant les adultes protéger les plus vulnérables, dire la vérité et refuser de normaliser le mal simplement parce qu'il vient de la famille. Léo a appris que sa voix comptait. Julien a appris que le silence, même s'il est censé prévenir la panique, peut laisser le danger dans l'ombre trop longtemps. Et j'ai appris que fixer des limites ne détruit pas les familles saines. Cela révèle simplement les relations qui dépendaient de votre silence pour survivre. Ma mère a laissé mon fils en pleurs à ma porte avec un cadeau étrange parce qu'elle pensait que la peur me ferait obéir. Au lieu de cela, cette boîte est devenue la dernière chose qu'elle n'ait jamais utilisée pour contrôler mon foyer. Et si vous m'écoutez en vous demandant si protéger votre paix fait de vous quelqu'un d'ingrat, souvenez-vous de ceci, les personnes qui vous aiment vraiment n'auront pas besoin de votre silence pour se sentir puissantes. Elles voudront que vous et vos enfants vous sentiez suffisamment en sécurité pour parler.